tous. Je vais en effet vous parler d'un travail que nous avons mené à la FING il y a quelques temps sur les transformations du travail. Et je souhaitais vous poser cette question. Pour commencer, y a-t-il un autre monde du travail possible que celui que nous connaissons? Alors la vidéo que nous avons vue a déjà répondu largement en partie à la question, mais je voulais vous présenter justement 3 petites histoires de transition qui illustrent ça. Le message positif à la fois de cette journée, de cette vidéo et de ce thème, c'est que le thème du travail est partout. Aujourd'hui, il est vraiment partout. Il a supplanté le thème de l'emploi, alors que pendant 30 ou 40 ans, nous ne parlions plus que de l'emploi. Là, le thème du travail s'est invité dans la presse. Il n'y a plus un quotidien qui ne porte un article sur les transformations du travail par le digital. Il est porté par le champ politique. Le thème s'est largement invité dans la campagne présidentielle. C'est un des premiers dossiers portés par ce nouveau gouvernement. Mais je dirais la bonne nouvelle, c'est que ce thème est surtout porté dans les entreprises. Il est discuté au plus près dans les entreprises. On parle de charge de travail, on parle d'autonomie, on parle de lieux flexibles, on parle, que sais-je, de dialogue renouvelé, d'holacratie, de nouvelles formes de gouvernement des entreprises, etc., etc. On se remet à parler du travail, et ça, c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose parce que notre structuration, notre organisation du travail, telle que nous la connaissions depuis un siècle et demi, est en train de s'affaiblir, est en train de, pas de disparaître, mais d'être mise en tension. Ce modèle qui était en effet issu du siècle dernier, de la montée de l'industrialisation, de la rationalisation de l'organisation du travail à des fins productives, de ces modèles fordistes, tayloristes, liés donc en effet à l'industrie. Ce modèle-là devient un peu moins pertinent au regard des transformations du travail que nous vivons aujourd'hui. Et le paradoxe de ça, c'est que ce sont les études sur la disparition de l'emploi qui ont remis le sujet du travail sur la table. Ces études, vous les connaissez, venues d'Oxford et d'outre-Atlantique, Frey et Osborne, avec les prévisions, dans 20 ans, 47% des emplois seraient détruits, ou en tout cas automatisés, pris en charge par les machines. Pronostic qui a été revu à la baisse, vous le savez aussi, par l'OCDE, par le COE en France, où seulement 10% des emplois seraient dits vulnérables, c'est-à-dire pouvant être remplacés par les machines. Mais en tout cas, 50% des emplois existants aujourd'hui seraient en grande transformation, ou le seraient à l'avenir, en grande transformation du point de vue de la transformation des pratiques de travail et des métiers. Et en effet, comment se caractérise le monde dans lequel on est aujourd'hui, ce monde du travail et de l'emploi? Ce qu'il y a de sûr, c'est que depuis 30 ans, on connaît un chômage, un taux de chômage presque structurel, assez élevé, même si l'Angleterre ou l'Allemagne aujourd'hui ont un taux de chômage un peu moindre qu'en France, mais c'est un taux qui est compensé par la création d'emplois extrêmement précaires. Donc la question se pose. C'est aussi un marché du travail et de l'emploi caractérisé par une montée des inégalités, en termes de revenus, en termes de patrimoine. C'est aussi une société beaucoup plus polarisée, avec d'un côté des emplois très qualifiés, bien rémunérés, et puis de l'autre des emplois beaucoup plus précaires, qui ne permettent pas de vivre. Et on le voit en Angleterre avec les contrats 0 heure. C'est aussi une société dans laquelle la création de richesse n'est plus l'exclusivité de l'entreprise. Par tout un ensemble de transformations, par l'échange peer-to-peer, par l'économie collaborative, par l'accès démocratisé aux moyens de production, par l'économie des plateformes, par la mise au travail du client, consommateur. Tout cela fait que la création de richesse n'est plus l'exclusivité de l'entreprise. L'hyperconcentration du capital, tel qu'on le connaissait dans le modèle fordiste, explose, se transforme. Et ça change la manière dont on travaille et dont on s'engage dans le travail. Et de fait, le rapport au travail des individus n'est plus le même. Il n'est plus le même du fait de ce contexte, de cette précarisation, de ce risque de perte d'emploi, de trajectoire discontinue. Les gens ne s'engagent plus de la même façon dans l'entreprise, ils sont presque même plus attachés à leur propre trajectoire qu'à l'entreprise elle-même, ils y sont beaucoup moins fidèles. C'est aussi dû au fait d'un niveau d'éducation beaucoup plus élevé, donc qui fait augmenter, on va dire, le niveau des attentes.
en termes de développement personnel, en termes de construction de sa trajectoire, en termes d'activité qui ait du sens. Tout ça, ça change la manière dont les individus s'engagent et dont ils développent de la multi-activité. De plus en plus, les individus ont un travail, une autre activité, une autre, aussi parce que cela leur permet de justement trouver des activités qui aient du sens, dans lesquelles ils se forment, dans lesquelles ils développent des réseaux de sociabilité multiples, dans lesquels parfois aussi ils arrivent à compléter leurs revenus par des activités rémunératrices. Et cette dimension de multi-activité, elle est là, elle est présente, on la retrouve peu, on la voit peu dans la statistique publique. Il n'empêche qu'elle monte sans doute, enfin en tout cas c'est une hypothèse qu'on faisait dans ces scénarios, elle monte sans doute en puissance. Et cela, ça questionne la manière dont on va encadrer le travail, le réguler, le manager, et dont on va protéger les travailleurs et redistribuer la richesse qui est produite. Clairement, nous sommes en train de vivre une transition, voilà, je pense que la vidéo le montrait bien, une transition de notre modèle social, économique. Et le propre d'une transition, c'est le passage d'un État qui est devenu instable à un autre État qui va petit à petit se stabiliser. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, ça va demander d'explorer, de trouver de nouveaux équilibres. Et cette transition, elle s'opère aussi par le biais d'un certain nombre de leviers ou de moteurs de transition. Et un qui nous semblait particulièrement important à pointer et à prendre en compte, et que l'on a tendance à sous-estimer, c'est la dimension du numérique dans ses caractéristiques de mesure, de comptabilité, de traçabilité. Le numérique, on l'oublie, c'est des chiffres, c'est de la quantification, c'est de la mesure. Et ça change la manière dont on va mesurer le travail, dont on va se mesurer au travail, dont on va mesurer la production de richesse et dont on va aussi la redistribuer. C'est un levier de transition, d'après nous, qui est sans doute sous-estimé et qui peut avoir des effets à la fois positifs ou négatifs selon la manière dont on va s'en servir et dont on va l'actionner. La mesure de soi au travail, pour l'individu, pour l'entreprise, quel regard, quelle traçabilité, quelle protection des données personnelles. Nouveaux indicateurs de richesse, pour qui, qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qui doit être mesuré, qu'est-ce qui ne doit pas l'être. Bref, tout un ensemble de questions qui soulèvent, voilà, qui nous amènent à formuler peut-être d'autres modèles de travail. En tout cas, c'est la question qu'on a posée à un certain nombre d'experts, à une centaine de personnes qui étaient réunies il y a quelques temps à Marseille. On leur a demandé justement, y a-t-il un autre monde du travail possible? Et d'après vous, lequel? Il en est ressorti trois petites histoires de transition, 3 scénarios que je vais vous présenter là. Le premier scénario s'appelle donc la guilde des actifs. C'est un scénario dans lequel ce qui compte, c'est le capital humain, c'est le capital cognitif. Et dans ce scénario, l'entreprise, telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'est dissociée en deux. D'un côté, le champ du projet, de l'activité économique par excellence, et de l'autre, de nouvelles organisations qui ont émergé, donc ça pourrait s'appeler les guildes, et qui auraient pour mission de prendre en charge la ressource humaine. Prendre en charge la ressource humaine, ça veut dire la former, éventuellement la placer dans des projets qui aient du sens pour l'individu. Ça veut dire la protéger, assurer sa protection sociale. Et ça veut dire aussi éventuellement développer les communautés ou assurer la sociabilité qui va avec. Imaginons que ces guildes émergent, qui se développent autour de métiers, peut-être à échelle internationale, parce qu'il n'y a plus de frontières. Il pourrait y en avoir d'autres aussi qui se développent à l'échelle territoriale, dans des bassins d'emploi, avec peut-être, et pourquoi pas, une concurrence qui s'instaure entre ces différentes guildes, les guildes qui chercheraient à capter et à fidéliser les talents, les ressources les plus intéressantes, au point même que cette concurrence pourrait être absolument cruelle, sauvage, et que l'État pourrait être amené à réguler et à faire des péréquations entre ces différentes guildes pour que chaque individu puisse trouver un niveau de protection et de formation satisfaisant.
On peut voir dans ces guildes les incarnations d'organisations, de structures qui existent déjà aujourd'hui. Imaginons les coopératives d'activité et d'emploi. Imaginons les entreprises d'intérim. Imaginons les syndicats. Imaginons les réseaux sociaux professionnels. Pourquoi pas LinkedIn, Viadeo et autres. Ces choses-là pourraient en effet peut-être devenir demain des guildes, mais elles pourraient aussi marquer le retour à de nouvelles formes de corporatisme, pourquoi pas à la fin des solidarités, et pourquoi pas aussi à l'avènement d'entreprises ingérables. Le débat est ouvert. La deuxième histoire de transition s'appelle la société contributive. C'est une histoire, c'est un scénario dans lequel ce qu'il compte, c'est justement de ne pas tout compter. C'est de garder dans un champ non marchand un certain nombre d'activités et de le maintenir dans un secteur des communs. Vous l'aurez compris, la société contributive, c'est quelque chose qui pourrait se développer entre d'un côté le secteur privé et de l'autre le secteur public. C'est un secteur qui pourrait croître par les pratiques de partage, d'économie collaborative, les échanges horizontaux, les échanges de biens, de services, l'utilisation des capacités inemployées, l'utilisation des monnaies complémentaires, bref, un système aussi de troc, il est vrai, et d'échange de services. C'est aussi un secteur qui devrait entretenir les communs, qui devrait veiller à ce que ces communs existent. Des communs à la fois immatériels, connaissances, informations, mais aussi matériels, énergie, ressources partagées, etc. L'activité contributive des individus, dont parlait aussi Stigler tout à l'heure, pourrait devenir alors, pourquoi pas, une composante essentielle de la vie professionnelle. Elle pourrait être reconnue en tant que telle. On pourrait se former d'ailleurs par ce biais. Être formé et quelque part être reconnu dans les compétences acquises. Est-ce que c'est un scénario souhaitable? Est-ce que c'est un scénario qui marque le passage finalement de tout un champ d'activité porté par le service public et qui passerait dans ce tiers secteur? Est-ce que c'est un scénario qui marque plutôt le partage de la pénurie pour les gens les plus pauvres et sortis du champ de l'emploi? Est-ce qu'on arriverait là à une société de l'amateurisme? Est-ce que ça marquerait en fait le désengagement de l'État et la privatisation générale? Là encore, le débat est ouvert. Troisième histoire de transition, troisième petit scénario, le capitalisme de soi. Dans ce scénario, tout compte, tout se met à compter et il importe que chaque individu gère son capital personnel. Dans ce scénario, chaque individu reçoit à sa majorité une dotation initiale identique, le capital universel, dont il pourrait user librement. Ce capital est le même pour tous. Il serait en capacité de veiller aux besoins sur toute une vie. Et l'individu pourrait s'en servir à la fois en se versant un revenu régulier et ou en investissant dans des projets associatifs, entrepreneuriaux, culturels, que sais-je. Ce mécanisme-là, sans doute, devrait être encadré pour pas qu'il y ait dilapidation de cette dot trop rapidement. D'autre part, il faudrait sans doute que le système éducatif, le système de formation continue, accompagne les individus dans la gestion de ce capital personnel. Comment est-ce qu'on devient gestionnaire de soi-même? Dans ce scénario aussi, peut-être que demain, l'individu aurait à sa charge sa formation, l'acquisition de compétences, le choix de ses modes de vie, etc., etc. Potentiellement une lourde responsabilité. Il faudrait peut-être aussi augmenter l'impôt sur la succession pour veiller à ce qu'il y ait des péréquations, là encore, et que les cartes soient rebattues et que ce dispositif soit suffisamment égalitaire. Là encore, c'est un scénario dont on peut dire qu'il va dans le sens de l'autonomisation et de la responsabilisation des individus, ou au contraire, il va vers... enfin, pas au contraire, mais... il va aussi en même temps dans le sens d'une libéralisation complète et d'une privatisation complète, d'une marchandisation complète de l'être humain. Voilà, trois petits scénarios qui sont peut-être souhaitables pour les uns, pas souhaitables pour les autres. Trois scénarios qui peut-être pourraient coexister les uns avec les autres.
Voilà, l'avenir nous le dira. En tout cas, il appartient à chacun de se demander, sans doute dès aujourd'hui, s'il n'est pas trop tard même, quel serait le monde du travail souhaitable, quels seraient ces nouveaux équilibres, quels seraient les nouveaux rapports de force qui permettraient ces nouveaux équilibres. Et il appartient à l'entreprise, d'ores et déjà, et aux salariés d'instaurer déjà au plus proche des pratiques de travail et des collectifs de travail, les espaces de dialogue qui permettent ces formes d'évolution et de transition. Voilà, je vous remercie.